Place au parti pris. Nous rejoignent Ruth Elkrieff pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abnous Cholmani pour l'international. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth, avec, ça y est, le débat s'est enflammé brusquement avec cette déclaration du ministre de la Justice Gérald Darmanin. Et si on arrêtait avec l'excuse de minorité ? Il y a eu quelques faits divers retentissants ces derniers temps. Il ne faudrait plus juger les mineurs d'aujourd'hui comme les mineurs d'autrefois, avec l'idée qu'avant 18 ans, on doit bénéficier d'un régime dérogatoire. Certains pays européens l'ont fait. Et vous dites, attention aux formules choc, Ruth. C'est sûr qu'il faut se pencher sur la question de la justice des mineurs et placer cette question en haut de l'agenda des présidentielles de 2027. Parce que deux exemples viennent relancer le débat, et puis des exemples d'étrangers nous montrent que ce sujet est au cœur des préoccupations des autres pays européens. Les questions sont différentes, mais elles montrent que le même phénomène d'hyperviolence des jeunes perturbe le fonctionnement des sociétés en Europe. En Suède, face à la recrudescence des gangs d'adolescents, le gouvernement de droite veut proposer d'abaisser la majorité pénale à 13 ans, et ça suscite un débat passionné. En France, l'âge de responsabilité pénale est déjà à 13 ans. On considère déjà qu'à partir de 13 ans, on peut juger au tribunal un mineur. La question, en revanche, qui ressurgit en France, c'est celle de la peine. Et c'est celle de l'excuse de minorité, c'est-à-dire qu'un mineur ne peut être condamné qu'à la moitié de la peine encourue par un adulte pour le même acte. Et l'actualité, c'est aujourd'hui l'histoire de Pépito. C'est un surnom, un joli surnom pour quelqu'un pour une tragédie. Ce Pépito, il a 14 ans et est comparé aujourd'hui devant un tribunal pour le meurtre d'un chauffeur de VTC. Éducateur et homme très apprécié de son entourage. Étranger au narcotrafic, mais victime collatérale de cette gangrène, c'était il y a un an à Marseille. Un acte commandité par un membre de la DZ Mafia depuis sa cellule, qui a été exécuté par cet adolescent qui aurait confié vouloir devenir tueur à gages. Et dont la famille est totalement déstructurée puisque ses deux parents étaient en prison sous les verrous pour trafic de stupéfiants et qu'il était ballotté de foyer en foyer en ayant des projets évidemment extrêmement dramatiques. Le tribunal démêlera bien sûr la vérité. Mais on sait déjà que s'il est condamné, il fera 20 ans de réclusion criminelle au maximum. Et donc avec les réductions de peine, peut-être qu'il sortira avant ses 30 ans. Et c'est le rôle du juge de personnaliser les peines, mais on a une vraie question, parce que même si le nombre d'actes violents des mineurs a baissé quantitativement, ils se sont aggravés qualitativement en quelque sorte. Et ils aboutissent à des drames insupportables, ils sont impliqués maintenant dans des séquestrations à domicile, dans des affrontements armés entre jeunes, dans des narcotrafics. Et alors, vous savez qu'on en a parlé déjà sur ce plateau, régulièrement, parce que les politiques se penchent sur cette question régulièrement. Mais quelle est la loi qui régit cette question ? C'est l'ordonnance de 1945, revue et corrigée par le Code pénal des mineurs de 2021. Et il prévoit cette excuse de minorité, la primauté de l'éducatif sur le répressif et la spécialisation des juridictions pour enfants. Le principe, il est noble et juste, c'est qu'un enfant, un jeune, est un adulte en construction et que la sanction doit l'aider à retrouver le droit chemin et éviter la récidive et ne pas lui interdire tout avenir. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'avant 13 ans, qui est l'âge de la responsabilité pénale, seules des mesures éducatives peuvent être proposées. Après 13 ans, on peut avoir des sanctions pénales, mais avec excuse de minorité. Et entre 16 et 18 ans, l'excuse de minorité peut être levée en cas de crime très grave. C'est donc l'exception et pas la règle, cette levée de l'excuse de minorité. Mais Gabriel Attal, par exemple, a proposé de faire de cette excuse de minorité, de cette levée de l'excuse de minorité, la règle et non pas l'exception. Inverser la situation. À partir de 16 ans, il n'y a plus d'excuse de minorité. En revanche, si on juge que le profil est plutôt encourageant, on l'a fait intervenir. Mais le Conseil constitutionnel a censuré. Donc, cette proposition ne peut pas avoir lieu. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, évidemment, ça revient. Donc c'est le garde des Sceaux lui-même. Et il y a d'abord le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a dit clairement les mineurs, souvent des petites mains commanditaires conscients d'être moins exposés à des sanctions pénales en envoyant les jeunes exécutants sur le terrain. Et donc, il faut se poser la question de cette levée de l'excuse de minorité. Le ministre de l'Intérieur lui-même. Et c'est là qu'aussi Gérald Darmanin, qui était le ministre de l'Intérieur,
lorsque ce drame de Pépito, c'est-à-dire ce meurtre, a été exécuté, lui aussi, il dit « Je suis pour la levée de l'excuse de minorité ». Mais comme vous le dites, attention à l'effet d'annonce, parce qu'il reconnaît que ça n'est pas possible aujourd'hui. Écoutez. Je suis pour la suppression de l'excuse de minorité. Cependant, il faut changer la Constitution pour ça. Et je suis pour revenir, en effet, pour faire une modification constitutionnelle. Je pense qu'il n'y a pas unanimité au gouvernement pour ça. Je pense qu'on n'en a pas les moyens politiques aujourd'hui avec une assemblée où nous sommes extrêmement minoritaires. Voilà, c'est impossible aujourd'hui. Et puis, bon, on sait on peut se demander si ce sera réellement dissuasif sur ce type d'enfants fracassés, désocialisés, qui deviennent un peu des robots froids et sans empathie. En tout cas, ça doit être un des débats et ça doit être vraiment dans la réflexion, parce que c'est une réponse au moins minimum de la société à l'infini chagrin des familles de victimes. Par exemple, la famille de ce chauffeur VTC éducateur qui a laissé 3 enfants du même âge environ que celui qui a tué. Toute la question, effectivement, c'est de savoir si c'est efficace. Peut-être avant même. Alors, sur cette excuse de minorité, c'est vrai que on n'a pas de résultat. En revanche, sur la responsabilité pénale, il y a un exemple récent au Danemark où on a baissé l'âge de la responsabilité pénale et où on est revenu là-dessus. Parce que justement, on s'est rendu compte que ça n'empêchait ni la récidive, ni n'avait aucun effet dissuasif quantitativement. Donc, sur cette responsabilité pénale, c'est vrai qu'il y a des contre-exemples. Sur l'excuse de minorité, c'est au moins une réponse de la société aux victimes. Abnous. Non, le problème, c'est que ce qu'on a vu en Suède et au Danemark, où on a énormément, j'en avais parlé ici, de tueurs à gages qui sont des ados, qui ont entre 12 et 13 ans, c'est que forcément, les narcotrafiquants, ils vont chercher plus jeunes. Et pour un gamin de 10-11 ans, une somme de 200, 300 euros pour aller tuer quelqu'un alors qu'il n'arrive pas à visualiser et avoir une idée, conscience de la mort, ça représente énormément. Donc il y a tout un jeu aussi des narcotrafiquants et du système mafieux qui s'adapte aussi aux réalités du terrain. Vous savez, j'entendais la veuve de Nessim, du chauffeur Uber qui a été tué par ce gamin-là, et elle disait cette phrase qui m'a glacée, c'est comment, quand mes gamins, ces 2 fils, par exemple, qui ont 12 ans, vont comprendre que leur père a été tué par quelqu'un qui avait quasiment leur âge. Comment on explique ça à des gamins ? Et d'ailleurs, même nous, comment est-ce qu'on arrive à intégrer cette information ? Moi, je trouve cette histoire glaçante, vraiment glaçante. François ? C'est une question vraiment difficile, je pense que... Attention aux effets d'annonce, oui, pour les raisons que vous avez évoquées, qu'évoque Gérald Darmanin, mais aussi parce qu'il faut appréhender ça de façon plus globale dans la question de la sanction aujourd'hui, de l'autorité aujourd'hui. On est dans une société où l'autorité est insuffisante, où les sanctions ne sont plus dissuasives. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Vous savez, la prison, elle a plusieurs fonctions. Elle doit punir. Alors, c'est là où l'excuse de minorité peut jouer, où traditionnellement les progressistes disent attention, il faut considérer l'environnement et au fond un enfant est réhabilitable. Elle doit aussi protéger la société, la prison. Et de ce point de vue, un criminel de 14 ans qu'on relâche au bout de 2 ou 3 ans, on ne protège pas la société. Donc c'est un angle avec lequel il faut envisager tout ça. Et puis la troisième fonction, c'est justement la réhabilitation. C'est-à-dire le fait d'essayer de donner une nouvelle chance aux gamins avec des structures adaptées qui n'existent pas. Et je sais de quoi je parle, parce que je m'occupe d'une association qui fait de la réhabilitation de détenus, pas des mineurs, mais je vois le dénuement extraordinaire de la justice, alors que les personnels sont d'une qualité remarquable. C'est des gens formidables, l'administration pénitentiaire. Ils ont pas un fifrelin. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faudrait appréhender cette question de façon plus globale. On comprend pourquoi il le fait, il répond à une émotion qu'on a tous, quand même, quand on lit l'histoire de cette femme avec ses 3 enfants. Mais ça mérite probablement un travail beaucoup plus approfondi et plus global, me semble-t-il. Abnous, dans un instant, vous nous parlez de la Russie et de la parabole du concombre. Vous nous direz tout, mais d'abord votre parti pris économique. François, Emmanuel Macron relance le débat sur la dette commune européenne. Faire de la dette commune pour relancer la défense européenne, la souveraineté européenne, l'industrie européenne. Et vous dites non merci. Pourquoi ? Consternante interview donnée par le président de la presse européenne au Monde, notamment au Financial Times. Alors,
Il y évoque les dangers nouveaux de la période, notamment les dangers pour l'Europe que représentent désormais la Chine et les États-Unis. Il évoque aussi le retard européen, et cite l'éternel rapport Draghi. Normalement, quand on parle de Draghi, on fait une génuflexion ou on se signe. Je ne le fais pas, mais ça n'entame pas le respect que j'ai pour cette sommité. On ne peut que le rejoindre sur le constat. C'est sur les solutions que ça se gâte. Le chef de l'État, vous l'avez dit, revient une fois de plus sur la très vieille idée française d'eurobonds, c'est-à-dire d'une dette commune européenne qui serait émise et assumée solidairement par tous les pays, quant au remboursement, et qui serait donc une réponse à ces nouveaux défis. Macron évoque même un chiffre. 1200 milliards de dettes supplémentaires par an. Draghi, lui, était un peu plus prudent, puisqu'il se tenait, lui, à 800 milliards annuels. Alors, notre président explique que l'épargne européenne atteint 30 000 milliards, et qu'on pourrait puiser là-dedans, justement, pour investir pour la défense, pour l'intelligence artificielle, pour la transition écologique. Bon, c'est encore une fois une idée complètement saugrenue, pour plusieurs raisons. Parce qu'intuitivement, on se dit, tiens, pourquoi pas, si c'est fléché vers de l'investissement. David, qui peut imaginer que des emprunts publics permettent à eux seuls de rattraper notre retard dans l'innovation ? Enfin, est-ce que Google ou Alibaba en Chine ont été créés par des fonds publics ? Non. L'innovation, c'est le résultat d'un environnement. C'est moins d'impôts, c'est moins de réglementation, c'est des liens qu'il faut organiser entre les universités, les centres de recherche d'un côté et le monde de l'entreprise. Bon, c'est évidemment ça s'assortit de programmes de recherche publique, mais ça n'est qu'un élément parmi d'autres. Imaginez que la dette publique règle tous les problèmes. Pardon, c'est naïf et c'est français. Deuxième question quand même, pas tout à fait anodine. Au fait, qui va rembourser cette dette ? L'Union européenne n'a pas un fifrelin. Elle n'a pas de ressources propres. Enfin, elle en a, mais elles sont déjà affectées. Immanquablement, ces nouveaux engagements retomberaient sur la tête des États membres. C'est-à-dire à proportion de leur pouvoir relatif dans l'Union. Bon, on ne sait déjà pas comment on va rembourser l'emprunt Covid. À partir de 2028, 30 milliards d'euros vont tomber tous les ans. On ne sait pas comment on va rembourser. Il va falloir probablement solliciter la France, l'Allemagne, la Croatie, etc. Et pardon François, si on faisait tourner un peu la planche à billets, puisque c'est l'euro, une monnaie forte. On pourrait, David, en même temps regarder ce qui s'est passé quand on l'a fait, justement, Draghi, qui a fait ça au moment de la, on l'a refait d'ailleurs au moment du Covid, c'était plus Draghi. Mais le résultat, ça a été quand même une flambée d'inflation très importante derrière. On nous a repris avec l'inflation ce qu'on nous avait donné, c'est-à-dire avec de l'argent qui ne correspondait pas à des richesses créées par du travail. Il n'y a pas de repas gratuit, comme dirait François Langlais. Bah écoutez, vous m'ôtez les mots de la bouche. Je rappelle quand même, à propos de remboursement, que la contribution française, en 2026, c'est 29 milliards, qu'elle a déjà augmenté de façon substantielle. Donc imaginez qu'elle peut encore augmenter, on va être pendu. Et le troisième élément, ça précipite quand même l'Union dans une fuite en avant. Je parlais du précédent emprunt Covid, mais il y a un autre emprunt dont on ne parle pas, il a été confirmé il y a 4 jours, c'est quelques 90 milliards d'euros qui vont être utilisés pour aider l'Ukraine. 1, Covid, 2, l'Ukraine, 3, l'innovation, les copains, c'est la fête. Jusqu'où ça va nous emmener ? Et finalement, quand on lit le président nous conseiller ça, on se dit, bon, il a ruiné les finances publiques françaises, il veut faire la même chose aujourd'hui en Europe. Eh bien écoutez, non merci, ou plutôt, comme nous le diront, j'espère, nos voisins allemands, nein danke. Abnous, Oui. c'est presque une fable. Abnous, votre parti pris international, donc la parabole du concombre en Russie. Le concombre, c'est sacré en Russie. Oui. Les prix s'envolent. Et là, la population dit non. Ben oui, c'est une enquête du Times britannique qui nous l'apprend. La dégradation rapide du pouvoir d'achat des ménages russes en insistant sur le concombre. Alors le concombre, c'est le légume star en Russie, c'est un aliment de base, vous le trouvez dans le salade olivier qu'on a aussi en Iran, qui est un plat traditionnel qui est servi au Nouvel An, qui est une sorte de macédoine avec du poulet dedans, dans les fameux zakouski qu'on mange tous, et les fameux cornichons à la russe, sans concombre, pas de cornichons à la russe. Et qu'est-ce qu'elle serait un russe sans cornichons ? C'est pas possible, c'est inimaginable. Et donc forcément là, le concombre, voilà, la salade olivier est en train de devenir un produit de luxe. Son prix a augmenté de 42,85
85% en un seul mois. C'est une crise au cœur du quotidien des Russes et c'est là où ça devient intéressant. Et donc forcément, partant du concombre, le Times est allé regarder l'inflation globale entre le 1er et le 12 janvier 2026 qui a atteint 1,26%, soit plus de 6 fois l'augmentation enregistrée lors de la dernière semaine de décembre 2025. Sur la période allant de début 2026, donc là, au 2 février, le prix à la consommation a grimpé de 2,11%, l'un des chiffres les plus élevés de ces dernières années, nous dit le Times, qui rajoute, bien qu'il n'y ait pas de pénurie grave dans les magasins alimentaires, les Russes doivent de plus en plus compter leurs kopecks pour faire leurs courses, d'autant plus que, comme d'habitude à Moscou, ça se ressent beaucoup moins que dans les zones rurales et les petites villes où vivent la majorité des Russes. Donc là, on touche vraiment, c'est pas juste Moscou, c'est vraiment la majorité des Russes qui est touchée. Alors c'est, évidemment, on interroge quoi? L'économie de guerre. Est-ce que c'est l'économie de guerre qui arrive à bout de souffle? De toute évidence, en gros, François l'a dit, là, pour parler, le Kremlin, vous avez posé la question, qu'est-ce que fait le Kremlin pour financer l'effort de guerre? Il imprime des billets. Et qu'est-ce qui se passe? La masse monétaire fait baisser la valeur du rouble. Qu'est-ce que ça provoque? De l'inflation sur les biens de consommation. En réponse, que fait la Banque centrale? Elle augmente les taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Résultat, c'est les entreprises civiles qui sont asphyxiées, qui ne peuvent plus emprunter. Résultat, moins de production civile, plus d'inflation, plus de faillites. Et là, il y a un record de faillites d'entreprises privées en Russie. Et pourquoi particulièrement le concombre? Parce qu'on fabrique des obus à la place des concombres? Non, parce que c'est parce qu'il y a trop de billets, c'est que tout est concentré. C'est en gros comme je trouvais l'expression jolie, c'est que la production militaire est brûlée sur le champ de bataille, dit le Times. Et c'est exactement ça. C'est qu'à partir du moment où vous créez aucune richesse, et on retombe dans ce qu'on se dit, c'est qu'à partir du moment où vous ne créez pas de richesse, où tout l'argent sert à quoi? Et finalement, il sert à quoi? Donc, c'est les prix qui augmentent. Et le concombre étant ce qui est le plus acheté, c'est celui qui est le plus touché. Par contre, vous trouvez de l'orge beaucoup plus facilement, mais des pommes de terre, même si les pommes de terre ont augmenté de 10%, mais vous avez envie d'avoir votre cornichon qui accompagne tous les plats là. Alors, est-ce que le concombre dont le prix s'envole pourrait être le ferment d'une révolte? C'est la grande question. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il peut y avoir une opposition politique qui naît de la crise du concombre? J'aime beaucoup cette expression. Non, parce qu'il y a encore la répression, la propagande et la Russie a quand même encore ce système, à la soviétique, elle redistribue pour en gros maintenir, pour pas tomber dans la famine. Donc tout le monde a à peu près de quoi manger, et ce qui permet de tenir. Mais là, vous savez, l'institut, on en parle beaucoup ici, Levada, qui est le dernier institut de sondage à peu près indépendant en Russie, qui a publié en décembre un sondage révélateur. 34% des Russes citent l'inflation, les factures de services publics et les hausses d'impôts comme les événements les plus importants de l'année 2025. 48% déclarent que 2025 a été plus difficile que l'année précédente et 38% que ça a touché leur famille. Et quand on tombe, et ça c'est important, mais vous avez remarqué, on parle pas de la guerre en Ukraine, comme si même le fait de lier la situation économique et la crise du concombre à la guerre en Ukraine, là, du fait de la propagande et de la répression, c'est déjà impossible. Donc, on voit l'impossibilité de créer une opposition politique. Mais c'est là où, jusqu'à quand est-ce que cette économie de guerre peut tenir? Parce que, d'un point de vue, c'est quoi 2 millions de migrants qui ont quitté la Russie depuis 2022. C'est quoi? Plus de 600 000 Russes en âge de travailler, parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre, qui sont sur le front. Et c'était quoi? 1,5 million de Russes blessés ou tués. Et juste 30 000 soldats russes seraient morts, soit 1000 par jour, juste sur le mois de décembre, selon Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Donc, tout ça, c'est de la part de main-d'œuvre. C'est des usines qui sont au ralenti. Et c'est du concombre qui n'arrive plus sur les tables des Russes. Et ça, c'est quand même dramatique. Maintenant, qu'est-ce que peut faire Poutine? Il est coincé. Abandonner l'Ukraine, c'est existentiel. Continuer comme ça à financer une industrie de guerre qui ne fait que des pertes, c'est pas possible. Mais peut-être que la crise du concombre, l'absence de concombre va finir par créer un effet boule de neige. Pour l'instant, rien. Mais demain, peut-être qu'on dira, tout a commencé avec la fin du cornichon à la table russe. En tout cas, profitons de nos concombres et de nos cornichons. À table. Les fameux cornichons aigre-doux, là. C'est les mâles au sol, les cornichons. Bien dire que c'est délicieux, et le concombre en Russie est un des grands remèdes à la gueule de bois. En plus, vous voyez, c'est gorgé d'eau. Et comme vous êtes déshydraté, vous avez besoin d'eau quand vous avez donc le concombre est très utile. Je pense que là, on s'engage sur une conversation qui pourrait être approfondie. Mais c'est passionnant. Un sujet à part entière. Les parties pris de demain. Merci à vous trois pour ces parties pris. Merci à vous de nous avoir suivis.